Alors, vous en connaissez un, diagramme fréquentiel. Bode. Évidemment. Alors, l'objectif, quand même, réécrivons ce que c'est que l'objectif. L'objectif d'un diagramme fréquentiel, c'est de représenter par un graphe le comportement du système à toutes les fréquences, à toutes les pulsations. OK? C'est bien ça. C'est bien ce qu'on vient de dire. Et quand on parle du comportement du système en termes fréquentiels, c'est sous-entendu qu'est-ce qui arrive au nombre complexe T de J oméga. Donc, qu'est-ce qui arrive à son module et qu'est-ce qui arrive à sa phase, à son argument, quand oméga varie. Ouais. Et donc, c'est ce que j'arrête pas de dire. Vous écrivez noir sur blanc. Ça nous permet de déterminer la réponse harmonique à une fréquence donnée par une lecture graphique, c'est-à-dire ce qu'on vient de faire. La réponse harmonique, c'est ce qu'on vient de faire. J'ai une entrée, je connais l'entrée, elle est sinusoïdale, je sais comment est la sortie. Alors pourquoi est-ce que c'est important de connaître le diagramme fréquentiel? Revenons à l'automatique maintenant. Revenons un petit peu aux boucles. Pourquoi pour les systèmes bouclés est-ce qu'on a besoin de savoir ça? Alors on va faire une petite série de raisonnements comme on a déjà fait. Et puis, je vais prendre un système qui a un retour de 1 et je vais revenir avec un système qui a un gain statique de 2, qui a une amplification de 2. Bon, et on a vu que si là, je mets une entrée, une consigne, si je mets une consigne qui vaut 1, et qu'au départ, on était à 0 partout, ça veut dire que l'erreur va commencer par être égale à 1, on est d'accord? Ça veut dire que la sortie va se mettre à augmenter, mais comme la sortie augmente, ces termes-là augmentent, ça diminue, et puis ça veut dire qu'on va se stabiliser, et on a vu comment trouver la valeur de stabilisation. Ici, ça serait 2 tiers, on va se stabiliser à 2 tiers, et ici, on va se stabiliser à 1 tiers. Je vous rappelle que la sortie, c'est D sur 1 plus DR fois l'entrée, fonction de transfert en boucle fermée, D vaut 2 sur 1 plus 2, 2 tiers. Que l'erreur, c'est l'entrée que divise 1 plus dr, E vaut 1, 1 plus dr, D vaut 2, R vaut 1, 1 tiers. On est d'accord. Et que là, on a bien un point d'équilibre. Quand je fais 1 tiers fois 2, j'ai 2 tiers. Et quand ici, j'ai 2 tiers et que je fais 1 moins 2 tiers, j'ai bien 1 tiers. Et on voit qu'on est revenu par un signe négatif. On a fait une soustraction. Et c'est cette soustraction qui est fondamentale. Et là, ce que l'on a montré finalement, c'est qu'on obtient, on est stable. Vous voyez ce qu'on appelle stable, c'est-à-dire qu'on arrive à un équilibre. Pardon, équilibre. On arrive à un équilibre, ouais. Le truc varie et se stabilise, il s'équilibre à une valeur donnée. Faire voilà, ce petit préambule à l'analyse de la stabilité, c'est à mon avis, je pense que c'est important pour comprendre pourquoi après on va se casser la tête avec des raisonnements un petit peu plus abstraits. Ils sont abstraits, mais ils vont faire référence à ce que je vais faire là, à ce que je viens de faire et à ce que je vais faire là. Imaginons maintenant, et ça aussi, ça rejoint une question que vous m'aviez posée au tout début, est-ce qu'on doit obligatoirement le faire par un soustracteur, hein? Vous vous rappelez, quelqu'un m'avait posé ça comme question. Non? Ben, regardons ce que ça fait si je mets un sommateur. La même chose, mais avec un sommateur. Je mets 1 ici, on a tout au départ qui est à 0. Que se passe-t-il quand je passe brutalement de 0 à 1? Dites-moi. Bah, après le sommateur, on a 1. On va passer à 1. Donc en sortie, on aura 2. Donc en sortie, on va augmenter. Et Ouais. donc ensuite, on aura 3 après le sommateur. Oui, voilà.
Donc, on va augmenter, gardons la dynamique, hein, comme on a vu. On a 0, on passe à 1 instantanément. La sortie, elle va augmenter. Elle va augmenter, elle a envie d'aller vers 2. Donc ici, ça va augmenter pour aller vers 2. Donc que va faire l'erreur qui est ici? Elle est à 1. Maintenant, on a un truc qui vaut, elle va aller 1 parce qu'on avait 1 plus 0. Maintenant, on a 1 plus un nombre positif. Non? Ça va augmenter sans cesse. Donc ça va Ça va augmenter s'emballer. encore. Ça va augmenter pour aller vers 3. Donc là, ça va augmenter pour aller vers 6. Donc là, ça va augmenter pour aller vers 6. Et là, ça va augmenter pour aller vers 7. Et puis là, vers 14. Et qu'est-ce que vous, ce que vous venez de me dire, qu'est-ce qu'on voit? La consigne n'est plus respectée, quoi. La consigne n'est plus respectée. Et à partir du moment où tu as enlevé le 0, eh bien, ça n'arrête pas d'augmenter. Le truc Ça s'emballe. augmente ici, ça augmente là, donc ça augmente ici, donc ça augmente là, donc qu'est-ce que ça fait? Ça part ici vers, L'infini. donc ça diverge. diverge. Quand je mets un sommateur, on voit bien que ça devient, Ok. Instable. que ça diverge, que ça devient instable. C'est ça un coefficient à retour positif. C'est pour ça que dans un AOP, si vous voulez faire un ampli linéaire sous-entendu stable, il vous faut que la sortie, elle revienne sur l'entrée moins. Si vous faites un montage AOP où la sortie, elle revient sur l'entrée plus, qu'est-ce qu'il fait l'AOP? Ou bien il va à plus l'infini et il sature à plus 15, ou il va à moins l'infini et il sature à moins 15, ce qu'on appelle un mode comparateur. Comprenez? Qui n'est pas linéaire, qui n'est pas amplificateur. Par contre, quand vous revenez par le moins, vous êtes stable, vous êtes amplificateur, vous êtes linéaire. D'où la règle, un AOP, pour être en régime linéaire, il faut revenir par l'entrée moins et pas par l'entrée plus. Vous pigez? Ça vous tilte un petit peu, ça? Ouais, un éclair. Ah ouais. C'est un des premiers trucs que l'auto explique par rapport aux AOP. Cette règle qu'on vous a donnée, qui sortait de nulle part, elle sort de là. Par contre, un petit truc qu'on peut regarder quand même. Là, j'ai mis un coefficient multiplicateur dans la boucle de 2. Mais qu'est-ce que ça fait si j'ai toujours un retour par un plus, mais que je mets un coefficient multiplicateur dans la boucle de 1,5, inférieur à 1, au lieu d'être supérieur à 1. Alors, on commence toujours de 0, partout. Quand je passe brutalement de 0 à 1, ici, ça passe à 1. Donc ici, ça augmente et ça va aller jusqu'à 1,5. Là, ça passe à 1,5. Et donc là, on est à 1 plus 1,5, c'est-à-dire 1 plus 1,5, 3,5. Multiplié par 1,5, on va aller à 3 quarts. Ouais, 3 quarts. Ouais. 1 plus 3 quarts, ça fait 7 quarts. 7 quarts. Que divise 2, ça fait 7 demi. 7 huitièmes, etc., etc. Vers quoi est-ce qu'on va tendre? Vers 1. 1. Et ici, on va tendre vers 2. Donc, on est stable. On obtient un point d'équilibre qui ne tend pas vers l'infini. Reprenons notre cas de figure où tout va bien, où j'ai un retour par un moins, et j'ai une fonction de transfert. J'ai une fonction de transfert, elle a donc une expression en Laplace, elle a une expression en j oméga. Et ma sortie, je prends toujours un cas de retour unitaire pour simplifier le raisonnement. Et là, j'ai mon erreur. Et si mon erreur,
quand elle passe à travers la fonction de transfert, parce que jusqu'à présent, je disais, ouais, ma fonction de transfert ici, ça fait x2, bon, on faisait un comportement statique en fait, on faisait une étude statique du chose. Mais dans la réalité, vous avez bien vu, les systèmes, si c'est un filtre, etc., il y a un comportement qui est différent suivant la fréquence. Il amplifie plus ou moins suivant la fréquence, il déphase plus ou moins suivant la fréquence. Si mon epsilon, quand il passe à travers le système, il se retrouve multiplié par un nombre négatif. Vous voyez, multiplié par un nombre négatif, c'est-à-dire que j'introduis un coefficient -1 dans mon passage là-dedans. Si je fais ça, si ma grandeur elle est multipliée par -1, enfin par -1, s'il y a un signe moins qui apparaît entre epsilon et s, qu'est-ce que ça va vouloir dire? Ça devient un sommateur. Voilà, au lieu de faire un moins, à cause du moins introduit par le système, c'est comme si ici on avait fait un. C'est comme si ici on avait fait un plus. Tout le monde comprend? Oui. Ouais. Et si, en réalité, à cause du déphasage, à cause du signe apporté par la fonction de transfert, je me retrouve avec un retour qui est en réalité retour positif au lieu d'être un retour négatif, je risque donc d'être instable. D'accord? Or, en termes sinusoïdal, si j'ai une sinusoïde à l'entrée d'un système, et que là j'ai une sortie, à quel déphasage correspond une opposition de signe? Pi. Pi. Donc multiplier par un nombre négatif et donc créer un retour positif, ça revient à avoir un déphasage de... Je comprends pas bien pourquoi. un déphasage de pi ou de moins pi à un déphasage de 180 degrés ou un déphasage de moins 180 degrés, peu importe, ça revient au même. Si mon système introduit à une certaine fréquence un déphasage de 180 degrés, ma boucle va être, ou ma boucle risque d'être instable. Je suis pas sûr d'avoir compris, moi, perso. Qu'est-ce que tu comprends pas, Mathis? Pourquoi la multiplication par -1 touche à la phase? Alors, pas forcément -1, mais la multiplication par un nombre négatif. Eh bien, parce que en termes sinusoïdal, tu vois, j'ai fait exprès, je savais, hein. Voilà, une sinusoïde, d'accord? Ici, Oui. Ouais. j'ai une sinusoïde. Maintenant, si tu la multiplies par un nombre négatif, comment va-t-elle être? Comme ça, non? Oui, ok. Or, ce que je viens de représenter, la rouge et la bleue, c'est un équivalent d'avoir multiplié par un nombre Oui. négatif. Ok. Oui, par -1. Bah, c'est ce que j'avais imaginé, mais je. C'est bien ça. Et en Voilà. termes de déphasage, ça correspond à un déphasage d'une demi-période. Donc de Oui. pi. Donc Ok. de 180 degrés. OK? Très bien. C'est pour ça que j'ai rappelé ça, et c'est bien d'avoir posé la question, et j'insiste bien, c'est bien uniquement pour ça. N'oubliez pas que quand dans une fonction de transfert, il y a un moins, ça ne veut pas dire que le gain est négatif, ça veut dire qu'il y a un déphasage de pi ou de moins pi. Et vice-versa, si mon déphasage vaut pi ou moins pi, 180 ou moins 180, c'est comme si j'avais mis un moins dans mon système. Et donc, c'est un danger. Ici, on comprend bien maintenant que quand on va vouloir savoir ce qui arrive à une boucle, et comme les systèmes que l'on va étudier ne sont pas forcément des systèmes qui font la même chose à toutes les fréquences, les systèmes, ils ont, vous voyez, si c'est un premier ordre, on sait bien que le déphasage varie de 0 à moins 90 degrés, non? Si c'est un deuxième ordre passe-bas, le déphasage va varier de 0 à moins 180 degrés. Et là, alerte. Donc tout ça pour vous dire que pour connaître, pour étudier le comportement d'une boucle, eh bien, il va être vital, il va être important de savoir analyser le comportement fréquentiel du système, mais pas pour se faire chier. On va devoir connaître le comportement fréquentiel du système pour être sûr qu'il n'arrive pas une merde
si jamais il déphasait de moins 180 degrés. Ouais. S'il y a une fréquence où il déphase de moins 180 degrés, on risque d'être instable. Ça va? C'est clair ou pas? Oui. Donc, ce qui va suivre, n'oubliez pas que c'est ça l'objectif. Ça va être de pouvoir connaître de manière efficace et rapide et de pouvoir le contrer si c'est nécessaire. On dira de le corriger en termes d'automatique. Qu'est-ce qui va arriver à toutes les fréquences afin de pouvoir checker qu'il n'y aura pas une fréquence où on va avoir une merde avec ce moins 180 degrés. C'est clair? Monsieur, j'ai une petite question. Voilà le pourquoi. On étudie les diagrammes fréquentiels et qu'on va les étudier de manière plus approfondie encore que ce que l'on a déjà vu. Dis-moi. On sera instable que avec 180 degrés ou aussi avec 270 et plus? Et non, il faut vraiment qu'il y ait une opposition de phase dans les sinusoïdes, d'accord? Ouais, ok. Donc l'opposition de phase dans les sinusoïdes, c'est un déphasage ou bien de plus 180, ou bien de moins 180, ou de tout ce qui va être à 2 pi près, à Ouais. 360 Ouais, degrés près. Tu vois? Parce que les déphasages, c'est toujours à 2 pi près. Alors justement, maintenant, revenons au diagramme fréquentiel que l'on a l'habitude et que l'on a déjà étudié, le diagramme de Bode. Donc vous voyez, je vous ai rappelé, je vous ai fait comprendre, enfin on a réfléchi là-dessus, parce que voilà pourquoi, pour l'étude de la stabilité, eh bien il va falloir connaître le comportement fréquentiel du système et notamment sa phase, parce que il va falloir faire gaffe au moment où sa phase, si jamais elle atteint moins 180 degrés, il va falloir faire gaffe. Il y a un risque, il y aura un risque pour la stabilité du système. D'accord? Donc, c'est pour refaire aussi le rappel avec ce qu'on a vu au tout début. Vous voyez que l'étude du statique de la boucle, l'erreur statique, c'était très facile. Il faut juste trouver le gain statique de la fonction de transfert, ce qui n'est pas compliqué, il suffit de faire P égale 0 dedans, la limite quand P tend vers 0. Et hop, on a la réponse. Pour la dynamique, pour la stabilité, eh bien, il va falloir absolument, obligatoirement, connaître le comportement fréquentiel afin de s'assurer qu'on n'ait pas un problème avec ce moins 180 degrés. Oui. Je vous propose une petite pause.